J'ai regardé ce que c'était qu'être officier de renseignement. On m'a fait entrer dans un coin à part. Et là, j'ai vu ce que c'était. C'est-à-dire des violences intolérables exercées sur des pauvres types qui étaient peut-être des partisans du FLN ou des membres du FLN, quoique, on ne sait jamais, qui le niaient, qui se faisaient, parce qu'ils étaient battus, casser une côte ou un bras ou le nez par maladresse, après qu'on les ait passés dans une baignoire. Monod refuse, mais il n'est pas au bout de ses désillusions. Il vient à peine d'arriver à Orléansville. Il est témoin d'une exécution sommaire. Nous sommes arrivés au moment où le chef de section ou le sergent-major de la section, le sergent-chef, disait à un arabe qui était en costume local, tu t'en vas maintenant, tu vas chercher du bois et tu le ramènes. Ça nous a paru très bien, hein. Mais en vérité, au bout de 30 secondes, c'est-à-dire à 50 mètres, il lui a tiré dans de l'eau pour l'éliminer. Et c'est ce qu'on appelait la corvée de bois. Bon, ça nous a saisis. Marc Garanger, lui, arrive en Algérie en 1960. Photographe professionnel, il est profondément antimilitariste. Mais il est allé au bout de son sursis. Et à 25 ans, il se retrouve en Kabylie, à 100 km au sud-est d'Alger. Nommé photographe du régiment, dès son arrivée, il a carte blanche. Pendant 2 ans, avec l'aval de son supérieur, il va réaliser des milliers de photos. Cette guerre, Marc Garanger ne voulait pas la faire, alors il va témoigner en la photographiant. Le commandant demandait à ce que je photographie son tableau de chasse, c'était de ses mots. Je rentrais avec ces photos de ces félagas tués d'une balle en plein cœur, et il était ravi. C'était exactement ce qu'il avait commandé, c'était son tableau de chasse. Il affichait ses photos, il les envoyait à l'échelon supérieur, comme preuve de ses victoires militaires. Et donc, moi je photographiais les preuves des crimes de la France, et lui, c'était la gloire de la France. C'était les victoires de la France. C'était le succès de la France. Voilà. En photographiant ses camarades, Marc Garanger découvre qu'il n'est pas le seul à mettre en doute l'utilité de cette guerre. Chez les Bidas, qui doivent faire 27 mois de service, on n'a plus qu'une chose en tête, la quille, le jour du départ. En attendant, on boit pour oublier les horreurs de la guerre. Là, il y a cette photo, alors la bière aidant, de ces types complètement écroulés. C'est la crise de désespoir. Et complètement significative et révélatrice de ce que ces types vivaient. L'une des cibles du ressentiment des appelés, ce sont leurs chefs, les gradés. Car l'armée française en Algérie semble coupée en deux. D'un côté, 100 000 militaires de carrière, officiers, sous-officiers, engagés, pour la plupart vétérans de la guerre d'Indochine. De l'autre, les quelques 300 000 appelés qui subissent une guerre qu'ils ne comprennent pas. Entre les jeunes appelés qui doutent et ces militaires aguerris qui veulent remporter la victoire sur le terrain, quel qu'en soit le prix, la méfiance grandit. Les sous-offres, pour la plupart, c'est ceux qui avaient fait l'Indochine, la guerre qui avait été jetée à la mer. Et il n'y a pas pire honte pour un militaire que de se faire jeter à la mer. Et donc ils venaient en Algérie avec un esprit de revanche. Et leur parole, c'était on a buté du Viet. Le Viet, c'était le Viet Cong. On vient se faire du fel. Le fel, c'était les félagas. 22 avril 1961. Putsch militaire à Alger. Devant la décision du général de Gaulle de donner son indépendance à l'Algérie, 4 généraux de l'armée française font un coup d'État. 2 jours plus tard, de Gaulle condamne le putsch à la télévision. Au nom de la France, j'ordonne
que tous les moyens, je dis tous les moyens, soient employés partout pour barrer la route à ces hommes-là en attendant de les réduire. En Algérie, les appelés écoutent le discours du général de Gaulle sur leur transistor. L'ensemble du contingent lui obéit. Les généraux se rendent. L'échec du coup d'État, c'est la fin pour les tenants de l'Algérie française. Pour les appelés s'annonce enfin le temps du retour. Printemps 1962. Les dernières troupes françaises quittent l'Algérie. Près de 2 millions de soldats ont combattu dans cette guerre qui a duré presque 8 ans. 30 000 sont morts, plus de 60 000 sont rentrés blessés. Pour ceux qui sont rentrés indemnes, c'est l'heure du bilan. Et pour la plupart, cette aventure, ils l'ont vécue comme une absurdité imposée. Je suis rentré avec le sentiment que j'avais sacrifié 2 ans de ma vie pour rien. Pendant ce temps, la vie continuait en France avec les balles du samedi soir, mais sans moi et sans mes copains. Et donc, c'était vraiment un sentiment de gâchis. Un sentiment de gâchis, comme un trou noir. À leur retour, les anciens d'Algérie découvrent une France indifférente à leur histoire. Chacun retourne alors à sa vie ordinaire, refoulant ses souvenirs, condamné au silence. Cette guerre sans nom est aussi une guerre que l'on veut oublier. Quand on est revenu, on nous demandait si on mangeait bien. Mais on ne posait pas tellement la question sur le quotidien, sur la guerre en fait. Il y a eu pendant des années d'ailleurs que ma génération n'a pas évoqué. J'ai beaucoup d'amis encore maintenant qui n'ont jamais parlé de la guerre à leurs enfants ou même à leurs femmes. Donc on a gardé ça pour nous durant de nombreuses années. Est-ce qu'on en avait honte? On ne peut pas dire qu'on en avait honte, mais on n'était pas fiers non plus. C'est seulement en 1999 que l'Assemblée nationale a donné officiellement le nom de guerre à ce qu'on appelait jusque-là les événements d'Algérie. Comme 1,5 million de jeunes Français, Pierre Molinari, Michel Sabourdi, Jérôme Monod et Marc Garanger ont dû attendre 37 ans pour que leur guerre sans nom soit enfin reconnue.